Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes le 15 novembre 1994. Je suis au CERN, à Genève. Je suis prêt à envoyer un message électronique, mais j'hésite un peu parce que je sais que ce message va générer des réactions. Ce message, il est envoyé aux utilisateurs du logiciel web du CERN. Parce que depuis 2 ans, le CERN distribue gratuitement, librement, le logiciel web du CERN. Qu'est-ce que je dis dans ce message? Je dis, nous allons continuer dans les versions suivantes à distribuer le logiciel du CERN, mais il y a un changement. Et c'est là que je m'attends à des réactions négatives. Il y a un changement. À partir de maintenant, le matériel que nous distribuons restera la propriété du CERN. On conserve le copyright. Et je signe Flückiger, responsable des développements web au CERN. Alors, pourquoi est-ce que j'envoie ce message? Eh bien parce que 6 mois avant, l'inventeur du web, le jeune ingénieur britannique Tim Berners-Lee, a quitté le CERN pour aller au MIT. Et parce que ceux d'entre vous, peut-être qu'ils l'ignorent, le web ne vient pas des États-Unis. Le web a été créé au cœur de l'Europe, ici, tout près d'ici, sur la frontière franco-suisse à Genève. Donc, puisque Tim a quitté le CERN, on m'a demandé de prendre sa suite. Et le premier travail que j'ai à faire avec cette nouvelle responsabilité, c'est de distribuer la version 3 du logiciel, la fameuse version 3 que tout le monde attend, qui a des changements majeurs. Et à ce moment-là, je réalise qu'on a un problème. On a un énorme problème parce que je constate que 18 mois avant, en mai 93, le CERN a fait une annonce publique. Le CERN a déclaré, écoutez, à partir d'aujourd'hui, à partir de dorénavant, eh bien, le logiciel du CERN pour le web, nous le montons dans le domaine public. Et ça, c'est une catastrophe, domaine public. Et même la raison pour laquelle c'est une catastrophe, c'est indiqué sur la page suivante. Le CERN dit, écoutez, la conséquence, c'est que nous abandonnons la propriété intellectuelle de ce logiciel. L'intention est bonne, la méthode est mauvaise. Alors pourquoi est-ce que le CERN fait ça? Pourquoi est-ce que le CERN a fait ça? Eh bien, le CERN, il veut être parmi les gentils. Il dit, regardez, j'ai fait ce logiciel, je veux que tout le monde puisse l'utiliser. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que dire, il ne m'appartient plus, il n'est plus à moi, utilisez-le, regardez, je l'ai mis dans le domaine public. Vous voyez comme je suis gentil. Mais c'est catastrophique. Parce que si vous faites ça, n'importe qui, n'importe quel industriel, n'importe quel géant de l'informatique peut dire, mais vous êtes sûr qu'il appartient à personne, ce truc? Alors, je le prends, je corrige un bug, et je dénie à quiconque, à vous, le droit de l'utiliser librement. C'est l'appropriation. Alors, c'est la panique. C'est la panique au CERN, avec 2 juristes, on se précipite à l'OPI, l'Office de la propriété intellectuelle, à Genève, des copains. Ils me disent, mais c'est quand la prochaine version, cette version 3? Je dis quelques semaines. Non, 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 pas quelques semaines. Maintenant. Alors pourquoi est-ce que 18 mois avant, le CERN avait fait cette erreur? Eh bien,
À ce moment-là, en mai 93, le Free Software Movement, le mouvement de logiciels libres existe déjà. Richard Stallman a déjà créé la Free Software Foundation, mais on la connaît mal. Et il se trouve que il y a 10 ans exactement, j'ai eu l'honneur d'être intronisé dans le Internet Hall of Fame à Berlin, la même année où Richard Stallman lui-même a été intronisé. Et à cette occasion, il m'a révélé, j'ignorais, il m'a révélé que 20 ans avant, il avait essayé de prévenir le CERN, ne faites pas ça, ne mettez pas le logiciel dans le domaine public. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on a fait en 94 qu'on aurait dû faire en 93? C'est dire, regardez, cet objet, c'est le CERN qui l'a fait. Mais il est à nous. On garde la propriété. Personne ne peut le prendre. C'est le nôtre. Mais nous donnons à quiconque, à vous, à vous, à vous, à vous, le droit perpétuel et irrévocable de l'utiliser. Eh bien ça s'appelle, comment? L'open source. C'est l'open source et pour la première fois, le CERN a distribué un logiciel sous forme open source. En 90, on a Tim Berners-Lee a mis en service le premier serveur web. Et 3 ans après, Marc Andreessen et Eric Bina, 2 jeunes étudiants américains, ont créé Mosaic, le premier navigateur qui était graphique. Avant, on naviguait avec le clavier. Pendant cette période, on a essayé d'intéresser l'industrie, en particulier l'industrie européenne au web. On leur a dit, regardez, on a un truc super, ça s'appelle le web. Vous n'êtes pas intéressés? Personne n'a été intéressé. Pas d'intérêt industriel jusqu'au jour où Marc Andreessen, l'un des 2 jeunes étudiants américains, a rencontré Jim Clark. Jim Clark. Jim Clark était un milliardaire. Il avait créé la Cyclone Graphique et tous les 2, ils ont créé Netscape, la première entreprise à commercialiser des logiciels web, des navigateurs. Mais alors pourquoi? Pourquoi Jim Clark, lui, il a vu l'intérêt alors que personne ne l'avait vu en Europe? Alors je vais vous donner 6 noms. Herman Ulrich, Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg. Ils ont en commun d'être à la fois des managers et, au moins à un moment de leur vie, des techniciens hors pair, exceptionnels. Alors, pourquoi Jim Clark, lui, il a compris que le web était intéressant? Parce que Jim Clark, il nous l'a révélé 2 ans après en venant au CERN, dans une conférence, il a dit « Moi, je suis un programmeur. Les dimanches après-midi, quand il pleut, j'écris des programmes. » Je ne sais pas combien il y avait à l'époque de CEO en Europe et de CTO qui étaient aussi programmeurs. En tout cas, c'est pourquoi, parce qu'il comprend la technologie, que lui, il a détecté l'intérêt. Alors, modestement, un message, c'est que, mon opinion, c'est que dans le domaine IT, comprendre la technologie, c'est l'une des clés du succès. En 1994, le monde politique est rentré dans la danse. On a eu des déclarations aux États-Unis, en Europe, des livres blancs. Le G7 s'en est emparé. On a sorti des slogans. Des slogans comme « On va construire une Information Highway ». Mais quand on regarde bien, quand on relit les textes, personne à l'époque, alors que l'Internet est là, alors que les différents pays ont créé des réseaux académiques et de recherche, se sont connectés ensemble pour faire une infrastructure, alors que la technologie IP, la technologie web existe, pas un mot sur l'Internet, pas un mot sur IP. Qui doit construire ces informations highway? Les opérateurs de télécom, les géants de l'informatique, avec une technologie à venir. Pas un mot. Alors pourquoi? À l'époque au moins, le monde académique est regardé avec un peu de soupçon. C'est quoi ces ingénieurs en sandales? C'est quoi ces informaticiens avec leurs cheveux longs? Lui, c'est John Postel. C'est lui qui édite les standards Internet. Il est en charge des standards RFC Internet. Donc ça n'inspire pas confiance. Et pourtant, qui a construit l'Internet? Qui l'a fait?
C'est la recherche publique. Non seulement en inventant la technologie, mais en la déployant. Et comment on l'a fait? Sans mandat formel. Le G7 s'était réuni, mais indépendamment du G7, on avait déjà interconnecté tous nos réseaux académiques avec des structures de coordination très légères. À cette occasion, je pense que le monde académique a montré qu'il peut inventer des technologies, ça on le sait. Mais non seulement les inventer, mais les mettre en œuvre, les mettre en place et les exploiter professionnellement puisque l'Internet fonctionnait. Je vais donner 2 raisons parmi beaucoup de raisons du succès du web. Le premier, c'est que dès le départ, Tim Berners-Lee a eu une ambition mondiale. Il a conçu son système pour être mondial. Et d'ailleurs, il ne l'a pas appelé système d'information pour les physiciens du CERN. Il l'a appelé World Wide Web. La deuxième raison, c'est que Tim Berners-Lee était un expert mondial dans 2 domaines. D'une part, dans les formats de documents. Et c'est pourquoi il a pu inventer HTML, le standard qui permet de décrire les pages web. Mais c'était aussi un expert mondial dans le domaine des réseaux. Et c'est pourquoi il a pu aussi inventer HTTP, le standard qui permet d'échanger les pages web. Et si les 2 marchaient bien ensemble, c'est parce qu'ils viennent d'un même esprit. Alors je pense que le cloisonnement dans des disciplines, ça c'est un frein à la créativité et que fréquemment, si vous observez, les grandes avancées en sciences et en technologie sont faites par des individus, par des gens qui maîtrisent parfaitement plus d'un seul domaine. Quand nous nous réunissons, nous les vétérans de l'Internet, eh bien, comme tous les vétérans, on discute du passé, de nos guerres, mais parfois on se dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait là? Il est clair pour nous que l'Internet a été un accélérateur, c'est allé plus vite, un amplificateur, c'est allé plus loin de l'obscurantisme qu'on observe aujourd'hui. Et pourtant, il y a 30 ans, les germes, les prémices de l'obscurantisme étaient déjà là. L'idée que tout se vaut, toutes les pensées se valent. L'idée que, à l'école, je dis, mais monsieur le professeur, vous pensez que 2 plus 2 égale 4, mais c'est mon droit le plus absolu, mon droit imprescriptible, mon libre arbitre de penser que 2 plus 2 font 3. Ce relativisme était là déjà. Alors, ça consiste à balayer complètement 2500 ans de réflexion sur les différentes catégories de pensée. La connaissance, l'opinion, l'intuition, la croyance, tout ça, ça devient interchangeable. Et pourtant, c'est utile d'avoir des définitions. La connaissance, par exemple. Je voudrais partager avec vous ma définition de la connaissance, ou plutôt celle que j'ai adoptée, je ne l'ai pas inventée. Si on considère que la connaissance, c'est le résultat transmissible d'une expérience ou d'un raisonnement, on voit là qu'on peut créer de la connaissance de 2 manières. En observant, émettant des théories, les validant ou les invalidant par l'expérimentation, et ça, ce sont les sciences physiques, les sciences sociales, et puis par le raisonnement de la démonstration. Ça, ce sont les mathématiques, la logique. Mais la raison pour laquelle, finalement, nous formons une civilisation pensante, c'est que, par nature, nous, en tant qu'êtres humains, on souhaite toujours transmettre nos pensées, les partager, les communiquer, convaincre sur nos pensées. Convaincre d'une connaissance. C'est pas compliqué, on a des arguments, mais convaincre d'une croyance, par définition. Une croyance,
on ne peut pas la valider par une expérimentation. Une croyance, on ne peut pas la démontrer par les mathématiques. Alors, si on n'est pas d'accord sur une croyance, il est tentant de remplacer les arguments qu'on n'a pas par la force qu'on a toujours. Alors, personne n'a jamais fait la guerre au nom des mathématiques. Mais l'humanité s'entre-déchire pour les croyances. Un mot sur l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est différent de la connaissance. De nouveau, je partage avec vous une définition. Ma définition que j'ai empruntée, mais qui est cohérente avec les autres, c'est la capacité à résoudre avec l'esprit des problèmes nouveaux. Des problèmes nouveaux, des problèmes qui ne sont pas spécifiés, des problèmes dont l'algorithme pour arriver à la solution n'existe pas, qu'il faut inventer. Avec cette définition, vous voyez que l'IA, aujourd'hui, n'est pas une intelligence. Mais encore faut-il, pour maintenir l'intelligence avec cette définition, pratiquer la résolution de problèmes. Alors, je suis un peu inquiet pour le futur. Il y a 400 ans, un homme s'est levé, Jacob Spinoza, pour dire non au système de croyance et pour... Il a été excommunié pour ça, et pour mettre la raison au centre. Et le siècle qui a suivi, ça a été le siècle des Lumières. Tous, nous défendons, tous ensemble, une cause mondiale, la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, pour éviter que ce siècle, le nôtre, soit le siècle où on aura éteint les lumières, je pense que nous devons tous, individuellement, collectivement, poursuivre aussi une autre cause, la lutte contre le dérèglement de la raison. Je vous remercie.